Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans une semaine, nous connaîtrons le résultat du premier Grand Prix de la saison. Nous aurons enfin une idée de la hiérarchie pour le début 2025. Les essais hivernaux nous ont donné une première idée, mais ils ont été très durs à lire et pour la première fois depuis 2021, on ne fait pas la première course sur le même circuit que les essais puisqu'on va passer carrément de Sakhir à Melbourne, donc on est encore plus dans le flou. Mais justement, dans cette vidéo, on va tenter d'y voir plus clair en faisant un grand point sur ce qu'il se passe actuellement et en tentant de prédire la hiérarchie pour la semaine prochaine, pour ce week-end. Premièrement, on l'a dit, mais c'est important d'y revenir, la piste de l'Albert Park n'est absolument pas semblable à celle de Sakhir. Elle fait beaucoup moins la part belle aux voitures complètes, car on y retrouve moins tous les types de virages, sans être Monza non plus. C'est une piste beaucoup plus binaire, surtout depuis les récentes modifications. Aujourd'hui, on a 72% du tour qui se fait à fond, à pleine charge, et il y a en gros 3 virages lents, donc c'est pas du tout les mêmes caractéristiques que ce qu'on a connu lors des essais. C'est aussi un circuit où les murs sont beaucoup plus proches, où il n'est pas facile de doubler, et un circuit qui n'est pas permanent, ça veut dire qu'on a beaucoup moins d'adhérence, de grip. D'ailleurs, généralement, il y a une grosse évolution de la piste à ce niveau-là, au cœur du week-end, ce qui change beaucoup de choses pour beaucoup de voitures. Et aussi, c'est un circuit qui normalement est moins abrasif que celui de Bahreïn, on dégrade moins, même si on peut encore s'attendre comme l'an dernier à 2 arrêts. Et dernier point qui change énormément, d'habitude c'est pas trop le cas, mais là ce le sera, c'est les températures. Il a fait très froid du côté de Bahreïn, là on peut s'attendre à une fin d'été australien, avec apparemment du 25 pour ce qui est de samedi pour les qualifs, peut-être un peu plus froid le dimanche, peut-être même certaines prévisions qui disent des risques de pluie, mais dans tous les cas, normalement, on est sur un autre type de conditions atmosphériques qu'à Bahreïn, et ça on le sait, on l'a vu particulièrement l'an dernier, ça affecte la performance des différentes équipes. Et du coup, en comparant sur les dernières saisons, j'ai trouvé des équipes qui ont des tendances à mieux s'en sortir en Australie qu'à Bahreïn. Évidemment, tout ça n'est pas scientifique et ces voitures de 2025 sont nouvelles, donc voilà, on n'a pas tous les éléments. Mais j'ai pu voir que les équipes, notamment Williams ou Alpine, préféraient clairement le circuit australien au circuit de Bahreïn. Et je trouve que c'est aussi le cas de McLaren qui récemment, ces dernières saisons, vivait souvent de véritables cauchemars à Bahreïn. Alors c'est aussi dû au fait que souvent c'est la première course, donc on n'est pas forcément ultra prêt, on a besoin de se régler. Évidemment, c'est pas comparable du tac au tac, on répète qu'on est sur une tendance, mais quand en 2023, Norris faisait P17 à Bahreïn, un mois plus tard, il est P7, je crois, du côté de l'Australie. Et l'an dernier, ça allait aussi dans le même sens, puisque la McLaren était la 4e force derrière Mercedes du côté de Bahreïn. Un mois plus tard en Australie, elle est largement devant les Mercedes et très proche des Ferrari. Donc il semble que ce soit une piste qui avantage plutôt McLaren. Pour ce qui est des autres top teams, j'ai pas forcément trouvé de lien positif ou négatif entre le circuit et les performances. Et du coup, en repartant du bilan que je fais des essais hivernaux et en tentant d'y intégrer les caractéristiques de Melbourne, et bien boum, je vous ressors ce graphique que j'adore faire en début de saison. C'est la hiérarchie à laquelle je m'attends le week-end prochain. Pour bien comprendre comment lire ce graphique, en vérité, pour moi, la performance des équipes va se situer à l'intérieur de leur boîte. Vous voyez, du coup, les boîtes sont plus ou moins grandes, ça laisse plus ou moins une marge de sur- ou sous-performance. Et du coup, plus la boîte est grande, plus ça veut dire que j'ai du mal à estimer la vraie performance de l'équipe. On voit qu'elle pourrait être plus haute ou plus basse. Ça veut dire qu'il ne faut pas lire le graphique uniquement de gauche à droite. Par exemple, si Aston se retrouve tout en haut de sa boîte et Alpine tout en bas, Aston sera meilleur qu'Alpine le week-end prochain. Vous voyez ce que je veux dire? On avait déjà fait ça l'an dernier avant le premier Grand Prix et après le premier Grand Prix, on avait placé des points rouges qui montrent où était la vraie performance de l'équipe et en vrai, on s'en était pas si mal sorti. C'est pas du tout un outil scientifique évidemment, mais pour moi, ça aide à imager ma hiérarchie supposée pour ce week-end. Je vais évidemment la détailler dans quelques instants et évidemment, je n'ai qu'une hâte, c'est d'être dimanche après-midi prochain, de ressortir le graphique, de mettre les vrais points et de voir ceux qu'on avait sous-estimés ou bien estimés. Évidemment, il y aura une version 2025 de ce graphique le week-end prochain, dimanche prochain. En tout cas, vu qu'elle est sortie clairement favorite des essais, McLaren a, vous le voyez, une marge sur les autres. En vérité, pour être battu en Australie, il faudrait qu'ils soient dans leur pire jour, dans leur pire prévision, et qu'en attendant derrière, on soit dans son meilleur jour, voire même peut-être un petit peu plus que ça. Et c'est clairement l'impression avec laquelle on se rend à Melbourne. Il y a une sorte de consensus, une continuité et une machine qui a l'air de redémarrer à nouveau au-dessus des autres comme elle l'était l'an dernier, notamment sur les longs relais où McLaren a particulièrement impressionné à Bahreïn.
En plus, ils ont généralement une aisance dans tous les types de conditions, avec tous les types de circuits. L'an dernier, c'était une de leurs grandes forces, ils sont vraiment très complets. Et on l'a vu, ils ont l'air de plutôt bien aimer Melbourne, en tout cas peut-être un petit peu mieux que Bahreïn. Bref, même s'il y a encore beaucoup d'inconnus, notamment le rythme sur un tour, qu'ils n'ont pas complètement dévoilé lors des essais hivernaux, clairement, s'ils ne sont pas devant ce week-end, ce sera une immense surprise. Et j'ai envie de dire pas seulement pour moi, pour tout le monde de la Formule 1 et même pour les autres équipes, puisque tout le monde met McLaren devant. La question en ce moment, c'est plutôt quelle avance auront-ils et non pas auront-ils de l'avance. Ça semble acquis de la part de tout le monde. Vous voyez même la boîte que j'ai dessinée pour McLaren, elle s'étend bien vers le haut. Ça veut dire que pour moi, il y a un monde où le week-end prochain, ils mettent carrément déjà une petite claque aux autres avec une belle avance. Donc voilà, clairement McLaren est attendu en haut. Et derrière, c'est très clairement dans un mouchoir entre les trois autres top teams. C'est peut-être la chose la plus dure à prédire aujourd'hui avant le premier Grand Prix. Pour les départager, c'est très compliqué. Ils ne semblent en plus pas avoir les mêmes types de difficultés pour attaquer la saison. Voilà, je vous montre maintenant le graphique. Vous voyez l'ordre que j'ai mis, je vais le détailler. Mais notez bien surtout qu'à 2 ou 3 cm près et à un positionnement près dans la boîte, l'ordre des trois serait différent. Mais voilà, j'ai tranché et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Après une longue réflexion, j'ai fini par donner un léger avantage à Mercedes, même si évidemment dans mon esprit tout ça se joue pour quelques centièmes, donc ça n'a pas vraiment de sens de parler comme ça. Mais parce que voilà, sans m'avoir impressionné ou donné des gages de réussite, la W16, qui pour moi n'est pas non plus une révolution pour Mercedes, semble-t-il a au moins donné confiance à ses pilotes et semble-t-il démarre la saison un peu plus prête que ses rivales. En tout cas, c'était les meilleurs essais des flèches d'argent depuis sûrement les essais de 2020 ou 2021. Ça a été calme, positif, c'est allé dans le bon sens. Je suis pas sûr que sur les longs relais ou sur du long terme, tout soit réglé et qu'à l'instant T, ça y est, Mercedes soit sorti des problèmes. C'est absolument pas ce que je dis dans cette vidéo. Simplement, pour le premier Grand Prix, c'est peut-être une situation plus stable que Ferrari et Red Bull. Mais bon, évidemment, on aura la réponse à partir de samedi, et comme toujours avec eux, je me méfie du moment où ça y est, il faut aller chercher les derniers dixièmes, c'est toujours ce qui leur a manqué depuis 2022, et aussi les températures, on sait qu'ils préfèrent les froides, ils risquent de faire plus chaud, peut-être que Bahreïn a un petit peu trompé tout le monde dans ce sens-là. Voilà, Mercedes a souvent tendance à s'effondrer au moment où ça compte vraiment, mais je trouve que pour un premier Grand Prix, leur base a l'air assez solide. En comparaison, je trouve que Ferrari a peut-être un petit peu plus de zones d'inquiétude, de zones d'ombre, je dirais même de zones d'incompréhension, puisque on a vu qu'il y a eu 3 jours d'essai où tout n'a pas été complètement compris sur une voiture qui a été changée à, je cite, 99%. Il n'y a pas d'alerte, mais je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail pour mettre la SF25 au point. Alors je pense qu'il ne faut pas surréagir aux doutes qui sont apparus notamment lors de la dernière journée d'essai. D'ailleurs vous le voyez sur le graphique, Ferrari pourrait très bien être la deuxième force. La première je pense pas à cause de McLaren, mais voilà, Ferrari est là, il n'y a pas du tout de catastrophe. Je me dis aussi que les conditions de Melbourne les aideront à montrer un meilleur visage, mais voilà, ce n'est pas le début de saison extrêmement fluide et extrêmement performant que l'on pouvait envisager au moment de la présentation d'Hamilton. Voilà. Pour l'instant, Ferrari, tout n'est pas encore en place. C'est pour ça que je me retiens un petit peu au moment de dessiner leur boîte. Et puis donc on a Red Bull qui semble être une version finalement aggravée du cas Ferrari et semble donc débuter, d'après beaucoup de monde, comme la 4e force, puisque la formule de la RB21 n'a pas été trouvée. Et ça finalement, l'état-major de Red Bull l'a avoué en personne à la fin des essais. Cette voiture est une refonte de la RB20, c'est une voiture qui tente de reprendre ce qui a été fait l'an dernier et d'en gommer les défauts pour exploiter au maximum le potentiel. C'est une direction différente des 3 autres top teams qui ont revu les fondations finalement de leur machine. Red Bull n'a pas fait ça, elle tente d'améliorer ce qu'elle avait. Mais malheureusement pour eux, au terme de 3 jours d'essai, cette base ne semble pas désormais totalement résolue, totalement maîtrisée. En témoignent les pièces apportées le 3e jour, le flow vise jusque dans la dernière heure de test, le spin de Max à la fin, même si ça ne veut pas absolument tout dire. Voilà, clairement, même eux le disent, ils n'y sont pas encore tout à fait, ils n'ont pas mis le doigt sur ce qu'il faut pour que cette RB20B finalement fonctionne totalement comme ils l'espéraient. Il y a encore trop de questions sans réponse, hein. Ils ne sont pas encore tout à fait prêts, on sent voilà, il y a une fondation qui n'est pas maîtrisée. Malgré tout, eh bien, ils ont Max Verstappen, même si on sait qu'il est moins capable de faire corps avec sa voiture au tout début de saison, quand elle n'est pas encore parfaitement réglée, parfaitement à sa main. On a vu par le passé Perez capable de le battre sur les premières courses, par exemple, je trouve que ça en dit long.
Eh bien quand même, c'est Max Verstappen, il te permet toujours de surperformer. C'est pour ça que Red Bull, qui n'est pas non plus dans une situation catastrophique, est en plus, vous le voyez sur le graphique, totalement en capacité de rattraper, de jouer avec Mercedes et Ferrari. Mais sur le papier, pour moi, avant le week-end, il y a un petit cran de retard. Et derrière, la bonne surprise de ces tests a clairement été Williams, qui a de bonnes chances de démarrer la saison en tant que meilleur des autres, en tant que 5e force, surtout sur un tour, puisqu'on a une voiture bien née et toute une plateforme d'équipe qui est bien plus prête qu'il y a un an. Voilà. Clairement, ils sont dans le match des points, des derniers points, et ça fait extrêmement plaisir. Quand on voit en plus l'importance de la qualif à Melbourne, ça semble être leur point fort, en tout cas c'est là-dessus qu'ils ont brillé lors des essais. Le fait qu'en plus ils aiment plutôt bien le circuit, en témoignent les résultats récents d'Albon, ici 6e avant de se mettre dans le mur l'an dernier, en 2023, pas loin des points l'an dernier alors qu'au début d'année la Williams c'était nulle part. Bref, j'ai l'impression que c'est un circuit qui leur va. Ils ont aussi peut-être le meilleur duo du midfield, même si Sainz, on ne peut pas attendre de lui 100% dès la première course. Ouais, pour moi, il démarre en tant que 5e force morale, en tout cas c'est eux qu'il faudra battre. Et vous voyez même sur ce graphique, je pense qu'il y a un monde où une des équipes de devant pourrait être menacée par Williams, mais menacée seulement, notamment je pense lors des qualifications où ça pourrait être assez serré. C'est pas mon prono que Williams termine forcément devant un top team en qualif, vous le verrez à la fin. Mais attention à eux, ils sont là et je pense que pour l'instant dans le midfield, ils démarrent comme l'équipe à battre. Et s'ils sont moins bien que ça, ce sera une mauvaise surprise compte tenu des bons signaux qu'ils envoient depuis quelques semaines. Ce que je pense aussi dans ce milieu de plateau, c'est qu'Alpine sera là avec une voiture saine et visiblement sûrement enfin de la continuité par rapport à la fin d'année dernière. On semble repartir sur la bonne lancée de fin 2024. Le potentiel total de la voiture est encore inconnu, mais si leur boîte est probablement la plus petite de toutes celles que j'ai dessinées, c'est que je crois qu'il n'y a pas trop de risque de déception. On a une idée finalement qui est assez claire de leur place. Ils sont dans le milieu de peloton, ils se battent pour les points. Alors est-ce qu'il y a une équipe qui est meilleure qu'eux, voire deux? Peut-être, mais en tout cas, je crois qu'il y a peu de chances que l'Alpine ne connaisse une véritable catastrophe ce week-end. Je m'avance beaucoup en disant ça peut-être, mais je le pense sincèrement, vous voyez, la boîte est petite, je pense qu'on a plutôt bien cerné où était Alpine. As, elle, est nécessairement plus dure à cerner car elle a un petit peu caché son jeu lors des essais, ou en tout cas s'est concentrée sur d'autres choses. On n'a pas vu son réel rythme, notamment sur un tour. On a aussi un Ocon qui doit encore prendre toutes ses marques alors qu'il est théoriquement le leader de l'équipe et qu'à côté de lui, il y a un rookie. Il y a aussi une concurrence qui est très rude. Mais voilà, sur les longs relais, As a montré de belles choses lors des essais. Il semble avoir un truc, avoir compris quelque chose. Ils sont aussi dans une espèce de stabilité, de continuité par rapport à l'an dernier. Il y a de la sérénité. Pour moi, sur le papier, c'est logique de les attendre un petit peu derrière Williams et Alpine. Mais vous voyez qu'ils sont totalement en capacité de jouer avec eux. Voilà, c'est juste un petit peu derrière pour moi. Aston Martin, elle, semble malheureusement avoir été déclassée. On ne sait pas encore de combien, de quelle nature est ce déclassement. Mais en tout cas, ils ont couvert très peu de tours à Bahreïn. Il y a une ambiance qui n'est pas géniale. Alonso qui ne s'est pas montré très positif sur la voiture. Un comportement de la machine qui a souvent été pas génial, voire même parfois flippant. Bref, tout indique qu'ils ont reculé dans la hiérarchie. Maintenant, je me méfie, j'ai du mal à estimer à quel point, j'ai du mal à estimer l'ampleur de leurs soucis. C'est pour ça qu'ils ont la plus grosse boîte de toutes les équipes, puisque c'est celle dont je suis le moins sûr. On n'a pas encore tous les éléments. J'ai pas aimé ce que j'ai vu à Bahreïn. Il y a toutes les raisons de penser que ça pourrait mal se passer. Et c'est pour ça que du coup, leur boîte est grande et qu'elle est grande vers le bas. Clairement, une catastrophe semble possible. Alors heureusement, il y a Alonso, et c'est un circuit sur lequel ils ont plutôt été pas si mal lors des dernières saisons. Voilà, leur boîte peut leur permettre d'atteindre les 3 équipes du milieu de tableau qui sont devant, mais on voit aussi qu'il y a un scénar où c'est la cata, franchement. Suis Racing Bulls qui a peut-être été l'équipe la moins remarquable de ces tests dans le sens où on n'a quasiment rien à dire sur eux, dans le positif comme dans le négatif. J'en déduis personnellement qu'ils sont à leur place habituelle entre la P7 et la P9 du constructeur. On n'exclut pas totalement la possibilité de jouer un petit peu plus haut, mais pour ça, j'ai l'impression qu'il faudra être dans son meilleur jour, voire dans un jour un petit peu bien meilleur que prévu, et compter sur plusieurs défaillances dans les équipes de devant. Voilà. Pour moi, ils sont loin d'avoir montré que cette estimation de P8, P9 au constructeur est mauvaise.
Et on termine avec Sauber qui semble une nouvelle fois démarrer comme la dernière force et potentiellement, vous le voyez à la longueur vers le bas de la boîte avec une certaine marge, un certain retard plutôt sur les autres. Dur de les imaginer faire mieux que devancer quelques Racing Bulls de Aston Martin par exemple. Alors, Sauber clairement est sorti des tests en n'ayant pas beaucoup de choses nouvelles, pas beaucoup de confiance, pas beaucoup de bons résultats. Donc clairement, on les attend tout au fond. Et donc, dernière partie de cette vidéo, voici venu le moment de faire notre pronostic qualif puis course pour Melbourne. Je répète simplement que ce pronostic est ultra théorique puisqu'il nous manque déjà beaucoup d'éléments sur la vraie perf des voitures. Plus si on y ajoute qu'on ne connaît pas l'effet de course et les choses qui peuvent se passer, ben voilà, c'est évidemment très compliqué, ça sert même presque à rien de parier, mais je préfère faire ça quand même pour me donner une idée de ce à quoi je m'attends au premier Grand Prix. Les pronos plus le graphique, ça nous donnera une première photographie qu'on vérifiera, qu'on confrontera à la réalité dimanche prochain. C'est comme ça que j'aime fonctionner généralement avant la première course. En qualif, sans surprise, je vois les deux Sauber au fond de tableau avec Bortoleto en dernière position. Voilà, ce serait juste logique puisqu'il va découvrir ce que c'est que de conduire une F1 à 110% et que sa F1 n'a pas l'air exceptionnel. Surtout sur un circuit comme Melbourne, c'est assez compliqué pour un rookie. Hülkenberg, on le voit, n'est pas loin avec la 18e position. Je l'imagine réussir à faire quelques perfs dans l'année, mais je pense qu'au début, la Sauber est vraiment trop difficile. Et vous voyez qu'entre les deux, je mets Lance Stroll qui s'intercale. Comme je l'ai dit, je ne crois pas beaucoup en Aston Martin et je ne crois pas non plus beaucoup en lui, principalement en qualif où généralement il sort déjà régulièrement en Q1. Donc si là en plus la voiture est pas bonne, ça me paraît totalement plausible. Je place ensuite deux rookies. D'abord Douane en 17e position. Je crois qu'Alpine est capable de bonnes choses, je l'ai dit et je vais en reparler. Mais vu qu'il est un rookie, vu l'écart qu'il a eu à Abu Dhabi en qualif par rapport à Gasly, même s'il sera sûrement beaucoup mieux préparé qu'à Abu Dhabi, voilà, j'estime qu'il va avoir un logique retard et que ça peut se traduire par une élimination en Q1 qui n'aurait rien d'infamante. Exactement pareil finalement pour Isaac Hadjar que je mets juste au-dessus, P16 avec sa Racing Bulls. Je place d'ailleurs Tsunoda en 12e position, comme ça vous voyez où je situe finalement Vicarb. Pas non plus complètement décroché, mais pas non plus complètement dans le match pour atteindre les portes du top 10. On va ensuite retrouver les deux As en Q2 avec Biermann qui se classerait 15e et Ocon 13e. Voilà, je pense que As est dans le match sans ultra briller non plus. C'est pour l'instant bien positionné. Je les vois bien encadrer un Alonso qui va largement dominer Stroll, réussir à passer en Q2, mais j'imagine que ce serait déjà le bout du monde pour cette Aston Martin. Et puis, aux portes de la Q3, 11e position, je mets Pierre Gasly. Voilà, Bahreïn m'a vraiment donné confiance en Alpine, mais un petit peu plus en Williams. Peut-être que je surréagis, ce sera l'occasion de le vérifier le week-end prochain. Je serai le premier à l'admettre, on verra bien. Mais j'ai totale confiance en Williams. C'est d'ailleurs du coup les deux pilotes Williams que je vois passer en Q3, ce qui serait absolument incroyable. Et je mets Albon devant Sainz. C'est mon pronostic pour la saison et c'est mon pronostic pour la première course, puisque théoriquement, alors oui, c'est Carlos qui a fait les meilleurs temps à Bahreïn, mais ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Carlos, il débarque, il n'est pas censé pouvoir maîtriser la voiture quand il faut la conduire à 100% sur un tour qualif. C'est un exceptionnel pilote, mais de tous les pilotes qui arrivent ou changent d'équipe, je laisse un temps d'adaptation. Donc pour moi, la logique, ce serait qu'Albon, qui en plus, on l'a peut-être un peu oublié l'an passé, est un excellent pilote du milieu de tableau, soit devant. Donc Albon 9 et Sainz 10, pardon. Alors attention, devant eux, il y aura Lawson et Antonelli à placer. Je pense qu'ils peuvent être battus en qualif, ces deux-là, par les Williams, mais je laisse encore une marge entre le top 4 et les autres équipes. Lawson, Antonelli, justement, on y vient et je m'attends à très souvent retrouver ces deux-là côte à côte cette saison en qualif comme en course. Ce serait logique vu leur rôle au sein de leurs équipes, vu leur faible expérience. Mais sur un tour et avec la W16 qui m'a l'air d'être un petit peu plus prête que la RB21, je donne confiance à Antonelli qui aussi m'a semblé très près du côté de Bahreïn. Donc je m'attends à ce qu'il fasse une bonne performance et donc se classer en qualif devant un Lawson qui a plutôt bien débuté son aventure avec Red Bull, mais qui est dans un rôle, on le sait, très compliqué, avec une voiture qui visiblement n'est pas encore totalement au point. Ensuite, c'est pour moi le plus compliqué puisqu'il faut ranger Verstappen, Russell et les deux Ferrari. Pour moi, c'est là que ça va être le plus serré. Ça peut se jouer pour peut-être 2 dixièmes entre P3 et P6. Et du coup, conformément à mon graphique et parce que je pense que c'est un des pilotes qui démarre aussi le plus près, eh bien, je mets Russell en 3e position, 1 dixième devant la meilleure Ferrari qui pour moi sera
logiquement Charles Leclerc, puisque de la même manière que ça va être le cas pour Sainz chez Williams, j'imagine un Hamilton qui a besoin de temps pour être complètement à 100% par rapport à un coéquipier qui est déjà installé. Je lui donne 1,5 dixième, 2 dixièmes de retard sur Leclerc, suffisant pour permettre à Verstappen de s'intercaler avec sa Red Bull qui pour l'instant fait figure d'ovni. Du coup voilà, vous avez les positions de 3 à 6. Et donc devant, ce serait pour moi une première ligne 100% McLaren. Je donne un avantage là aussi logique par rapport à ce qu'on a vu l'an dernier à Lando Norris qui serait peut-être allé 2 petits dixièmes devant son coéquipier et 3 ou 4 devant Russell puis les autres. Voilà comment j'imagine McLaren marquer de son empreinte la saison 2025 dès samedi, dès les qualifs. Pour la course à Melbourne, c'est une course où généralement, j'exclus les faits de course puisque je peux juste pas les prévoir. Généralement, le départ et les quelques tours entourant les 2 arrêts, c'est ce que tu fais un over ou un undercut, ça fait 90% du résultat, plus qu'ailleurs. C'est dur de doubler, même si c'est bien mieux avec les 4 zones DRS maintenant. Donc évidemment, c'est des prédictions qui sont encore un petit peu plus hypothétiques que celles des qualifs, mais allons-y, allons jusqu'au bout. Sans surprise, avec leur position de départ, avec le rythme que je leur anticipe, eh bien je donne un doublé à McLaren. Je les imagine partir devant tranquille, s'envoler, gérer et dominer sans trop de soucis. Un doublé dans le même ordre, Norris, une petite dizaine de secondes devant son coéquipier et je pense une petite vingtaine de secondes devant la 3e place. Là aussi c'est très compliqué mais je l'ai finalement laissé à Russell. Je vois le Britannique se battre en piste pour ce podium avec la Ferrari de Leclerc. Mais voilà, je vais rester cohérent avec ce que j'ai pronostiqué dans le graphique et je vois la W16 être peut-être un petit peu plus prête, un petit peu plus constante et donc profiter de ça pour prendre un podium dès la première course. Derrière, j'anticipe peut-être un gros pari, mais je vois Verstappen avoir du mal dans cette course, glisser petit à petit, laisser Russell et Leclerc s'envoler et bouchonner Hamilton derrière, un Hamilton qui sera sûrement plus rapide en potentiel, mais pourra-t-il passer? On sait que c'est très compliqué du côté de Melbourne. Si ça n'a pas lieu lors d'un arrêt, eh bien ça n'aura pas lieu, je pense, sur la piste, donc j'ai laissé Verstappen 5 et Hamilton 6, mais encore une fois, c'est très hypothétique. Quant à Antonelli et Lawson, je les imagine dans leur course à part, encore un petit peu derrière, et malgré son statut de rookie, eh bien je vais laisser Antonelli devant Lawson. Il m'a fait vraiment, je le répète, une belle impression à Bahreïn et j'ai plus confiance en la Mercedes qu'en la Red Bull, surtout aux mains de son numéro 2. Derrière, on a ce qui pourrait être la plus belle bataille de dimanche prochain. C'est la bataille pour les places 9 à 12 entre les 2 Williams, Pierre Gasly et je rajoute aussi Esteban Ocon qui partira d'un petit peu plus loin, mais avec une Haas qui semble être un petit peu meilleure lors des relais de course, pourra s'approcher de ce groupe-là. J'ai laissé la 9e place à Alexander Albon puisque je pense que s'il part tranquillement devant, avec sa connaissance de la voiture, sa connaissance du milieu de peloton, il peut mener une course assez bonne et rester un petit peu loin de la bagarre qui aurait lieu derrière lui, principalement entre Gasly et Sainz. Et là, au jeu du rythme, de l'arrêt au stand, du pilote qui est pour l'instant le plus en phase avec sa voiture, je fais rentrer Pierre Gasly dans les points. Ça fait un petit point pour Alpine et Sainz juste à la porte des points et juste devant Ocon qui, je le dis, peut arriver à s'insérer dans la lutte mais part peut-être un petit peu loin avec une Haas qui n'est peut-être pas complètement au niveau des 2 autres. C'est la même idée pour Berman, mais qui lui ne fait que son 4e départ en F1. Il part en plus d'un petit peu plus loin, donc je le vois remonter, mais arriver avec un petit train derrière Esteban Ocon. Juste devant, un potentiel duel entre Tsunoda et Alonso qui se battront avec des voitures qui n'ont pour moi pas le potentiel d'arriver jusque dans les points et qui termineront juste devant un Isaac Hadjar qui je pense devrait se défaire des autres pilotes derrière lui et tenter de coller au duo Alonso-Tsunoda devant lui. C'est très hypothétique, j'ai décrit un scénario totalement inventé, mais voilà ma prédiction. Et donc derrière, on retrouverait l'Alpine de Douane qui suivrait quelques encablures d'Isaac Hadjar, puis Stroll qui serait repassé devant les Sauber. Premièrement parce que Stroll est généralement meilleur le dimanche, et ensuite parce que j'imagine vraiment Sauber être la pire force en course. C'était aussi le cas en qualif, mais surtout en course. Voilà, vous avez donc mon résultat, tout ça évidemment extrêmement expérimental vu le nombre d'inconnus. Voilà, on s'amuse clairement sur ces pronostics, mais je les assume et retenez surtout le graphique, c'est pour moi le principal et on verra dimanche prochain où on en est.
Sur ce, merci de votre écoute, j'ai hâte d'avoir vos avis et vos pronostics en commentaire. Dites-moi comment vous voyez cette saison débuter, là où vous pensez que j'ai sous-estimé ou surestimé une équipe ou un pilote, j'ai hâte de vous entendre et j'ai aussi hâte de vérifier tout ça le week-end prochain, voir si ce début de saison est conforme à nos attentes et aussi quel fait de course, quel accident, quel drapeau, quelle météo a pu venir chambouler une course normale. Bref, j'ai hâte de voir comment nos certitudes vont voler en éclats. Merci à tous, mettez un petit like et abonnez-vous si vous voulez soutenir la chaîne. Et on se quitte avec Enzo Ferrari qui se demande s'il va bien mettre son réveil à 5 h du matin le week-end prochain. Parce que si c'est pas pour voir Ferrari gagner, ça pique. Allez, à bientôt.